Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Il y a des rencontres qui se font au détour d'une soirée et qu'on oublie le lendemain. Et puis il y a les autres, celles qui restent, qui font du bruit dans ta tête bien après que tu sois rentré chez toi. Karine Dijoux, c'est clairement la deuxième catégorie. On s'est rencontrés dans des circonstances un peu improbables. Un Dry January organisé par Lorraine Valérie Rado en janvier 2025. Coucou Lorraine. Et on s'est retrouvés dans le même groupe WhatsApp dans lequel on disait qu'on ne voulait pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Et quand j'ai vu que Karine y était aussi, je lui ai envoyé un petit message privé pour lui dire que je la suivais sur les réseaux sociaux et que j'adorais ce qu'elle faisait. Quelques semaines plus tard, on se retrouve au même événement et moi, tu me connais, j'ai vu Karine de loin, j'ai traversé la pièce pour aller lui parler. Parce que quand on reconnaît quelqu'un qui nous inspire, on n'attend pas, il faut aller lui parler. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'on avait bien plus en commun que la passion de la langue française. Karine et moi, on est toutes les deux un peu agoraphobes. On aime nos communautés, on adore échanger, mais la foule, les grands événements bondés, très peu pour nous. Alors quand quelqu'un comme ça croise ta route, évidemment, tu t'en souviens. Karine Dijoux est professeure de lettres classiques depuis 25 ans. Elle est aussi autrice de 6 ouvrages, dont Le français avec style. Et elle est aussi la créatrice du compte Instagram Les parenthèses élémentaires. Une vraie mine d'or pour tous les amoureux des mots, que vous soyez francophone natif ou en plein apprentissage. Donc c'est vraiment pour tous les francophones. Et ce qui me plaît chez Karine, c'est qu'elle aurait pu être cette professeure intimidante, impressionnante, qui corrige tout le monde et fait sentir les gens idiots. Mais non! Elle est drôle, honnête, passionnée et elle assume ne pas tout savoir. Elle a découvert il y a 4 ans que certains mots ne se prononçaient pas comme elle le pensait. Elle avoue avoir des complexes pour parler anglais. En public, elle fait des erreurs et c'est exactement pour ça qu'on lui fait confiance. Bref, Karine est comme nous. Elle sait beaucoup de choses, mais elle sait aussi qu'elle ne sait pas tout. Comme moi, avec ce podcast, je sais beaucoup de choses sur la langue française, mais je ne sais pas tout. Et j'invite des personnes qui sont plus expertes que moi pour continuer à apprendre. Dans cet épisode, on a parlé de beaucoup de choses et franchement, on aurait pu continuer pendant des heures. Voilà ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Tu vas découvrir l'opinion de Karine sur les anglicismes, lesquels elle accepte, parce que oui, elle en accepte, et lesquels elle ne peut plus entendre. Son avis sur certaines règles de grammaire, comment elle a commencé son aventure sur les réseaux sociaux et pourquoi elle a tout abandonné pour parler de langue française et ses conseils concrets pour progresser en français, que tu sois natif ou non, car oui, je le dis très souvent, les natifs font aussi des fautes de français. C'est parti, bonne écoute! Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invitée est Karine Dijoux. Salut! Bonjour. Je suis très contente de t'avoir depuis le temps qu'on essaye de faire cette interview. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Karine Dijoux, je suis professeure de lettres classiques depuis, écoutez bien, 25 ans. Mes élèves ont halluciné ce matin quand je leur ai dit ça. Je suis également autrice, j'ai fait paraître 6 ouvrages. Je suis aussi chroniqueuse à la radio tous les matins. J'ai une chronique sur la langue française qui s'appelle « Et si on parlait français ?» et c'est sur Radio Classique. Je suis également mère de famille et j'adore la langue française, certes, mais aussi la seconde main, les vêtements, les cosmétiques. J'ai beaucoup de centres d'intérêt. Tu as beaucoup de passion et on en a une en commun,
la langue française. Oui. Ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais raconter comment tu as commencé à créer du contenu autour de la langue française, notamment sur Instagram ? Alors à l'instant, je parlais de mode et de cosmétiques. Il y a un lien. Pourquoi ? Parce que j'avais créé un blog, Mode et Beauté, en 2011. Pendant longtemps, j'ai adoré écrire sur ce blog parce que je parlais aussi d'autres choses et j'aimais bien m'adonner à cet exercice où je pouvais manier les mots. Sauf que mon domaine était un peu restreint. Je suis passée sur Instagram également et en 2020, j'en ai eu assez de parler de mode et de beauté. Et je me suis dit... Mais si je parlais de ce qui m'anime le plus au fond de moi, c'est-à-dire la langue française, et surtout si je parlais des mots. Et à partir de là, mon blog qui s'appelait Une parenthèse mode et ce compte Instagram est devenu Les parenthèses élémentaires. Et je me suis rendu compte que le jour où j'ai eu une espèce d'illumination, c'était à la suite d'une séance de yoga Kundalini, eh bien en réalité mon cerveau avait déjà travaillé, avait œuvré en douce et j'avais déjà tout le programme en tête. Donc le lundi, c'était les miscellanées, des petites leçons de français. Le mardi, c'était un tic de langage contre lequel j'allais lutter. Le jeudi, c'était un mot à mettre à l'honneur, etc. Et donc, ça progressivement, ce compte a pris de l'ampleur. Ton compte est génial, hein. C'est vraiment une mine d'or pour les amoureux de la langue française, pour le vocabulaire. Est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, j'ai lu tes livres, donc tu as écrit 6 livres. Oui. C'est pas rien. Ça, c'est le premier. Donc là, celui que j'ai en main, c'est Le français avec style. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui t'agacent beaucoup dans la langue française ? Alors, ce qui m'ennuie le plus, je dirais que ce sont les tics de langage, même s'ils sont nécessaires parce que ce sont des béquilles, on appelle ça des marqueurs discursifs, donc les marqueurs de discours, ils sont nécessaires pour réfléchir. Mais malgré tout, quand il y en a trop, eh bien, ça entrave les propos. Et moi qui suis enseignante dans un collège, forcément, les élèves, quand ils s'adressent à moi, qu'ils stressent un petit peu, ils commencent par en mode, en vrai, de base, en gros, etc. Et j'attends le contenu et il met du temps à arriver. Donc, je lutte activement contre ça pour épurer les propos et aller droit au but. Et je me rends compte que c'est plus facile d'éradiquer les tics de langage chez les adolescents que chez les adultes, chez qui, alors il y a peut-être moins d'efforts qu'on a envie de mettre en œuvre. Et puis chez les ados, il faut dire aussi que j'ai ce statut de professeur, donc ils ont envie de faire plaisir à la prof et d'écouter les consignes. J'imagine que tu vois avec tes enfants les tics de langage que nous, on utilise et que eux utilisent, ils sont vraiment différents. Oui, alors il y a des choses qui reviennent, mais c'est vrai que ceux qui sont universels, c'est du coup, et en fait, tout le monde les emploie. Chez les enfants et chez les ados, c'est surtout en vrai. Alors là, mon fils, il me dit, en vrai, t'arrives à quelle heure ? Je dis, et en faux. Ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que ils sont déstabilisés, ils savent plus quoi répondre. De même, en gros, à la base, de base, ça, c'est très, très fréquent chez les ados. Et à la base, ça ne se dit pas. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas correct parce que à la base, on peut le dire au sens propre, à la base d'une statue, on peut observer une citation latine, par exemple, mais on peut pas le dire au sens figuré. Donc, faudrait dire initialement, au début. Et tout ça, ce sont des petites locutions qui sont ennuyeuses parce que on met longtemps avant de s'exprimer. Moi, ce que j'aime bien, c'est glaner aussi des discussions dans le métro. Et une fois, j'ai entendu une fille qui disait, en fait, du coup, et je me demandais comment la personne en face d'elle réussissait à comprendre ce qu'elle voulait dire. Il n'y a plus de mots. En fait, c'est juste un enchaînement d'expressions qui ne veulent rien dire. Voilà, avec des intonations. J'ai adoré ton livre que je recommande très très chaleureusement parce que forcément, donc tu es professeur, il y a des personnes qui peuvent être stressées. En disant, oh mon Dieu, elle est professeure, elle est stricte, elle doit tout savoir sur la langue française. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est que tu avoues que toi aussi, par exemple, il y a des mots que tu ne savais pas très bien prononcer ou que tu pensais qu'on pouvait les prononcer d'une manière et tu as découvert une autre manière de les prononcer, aussi l'orthographe, et tu parles aussi des anglicismes. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, notamment sur les anglicismes, c'est que tu acceptes, que tu dis qu'ils sont indispensables, les mots voyagent entre les langues. En revanche, il y a certains dont on pourrait se passer. Quels sont les anglicismes que tu trouves un peu abusifs et qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui dans la langue française ? Il y en a beaucoup, c'est plutôt dans les tournures de phrases. Par exemple, quand on dit « ça fait sens », ça, c'est vraiment un anglicisme, alors qu'on a l'équivalent tout aussi court en français, dire « ça a du sens ». Et tout ça, ça se répand insidieusement alors qu'on a des tournures tout à fait équivalentes. C'est ça qui m'ennuie. Quand on trouve pas forcément d'équivalent, par exemple pour le fameux week-end, souvent il y a des gens qui sont face à moi qui me disent
je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je leur dis, mais écoutez, moi j'utilise le terme week-end parce que pour moi la fin de semaine, ça intègre le vendredi, c'est pas tout à fait le même sens. Et donc c'est un mot anglais, certes, mais qu'on a tout à fait intégré. Donc il y a des choses à éradiquer, donc des anglicismes sémantiques sur le sens, des anglicismes grammaticaux qui s'insinuent, mais il y en a aussi à accepter. Ça fait sens, je te rejoins. Moi, je l'aime pas beaucoup celui-là. Non. Oui, on évite. Donc ça fait sens, on oublie les enfants. Oui. C'est pas la peine de l'utiliser. Oui. Et pourtant, moi, je suis pas contre les anglicismes à partir du moment où les personnes peuvent se faire comprendre. Donc mon objectif avec mon podcast, c'est d'aider les personnes à pouvoir parler français, à se sentir en sécurité. Donc il y a certains anglicismes qui peuvent les aider quand même à communiquer. Il y en a que j'accepte, il y en a que j'accepte un peu moins et ça fait sens. C'est dans la catégorie c'est pas terrible, c'est pas super joli. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ton livre, c'est les faux semblants. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi un faux semblant ? Les faux semblants, ce sont des mots qui se ressemblent, soit par leur orthographe, soit par leur prononciation. Par exemple, là, il y en a un qui me vient en tête, c'est bailler. Et bailler, il y a bailler quand on baille, qu'on ouvre la bouche comme ça, et bailler, B-A-Y-E-R, bailler aux corneilles. Et ça, c'est une expression qu'on entend, une expression figée, et peu de gens savent que bailler aux corneilles, ça s'écrit B-A-Y-E-R. Et après, il y en a plein d'autres, beaucoup de mots comme ça qu'on a tendance à confondre. Lesquels est-ce que je pourrais dire spontanément ? Il y en a pas qui me viennent en tête, si tu en as. Des faux semblants, mais j'ai aussi, ça c'est l'esprit, le cerveau en arborescence, je repensais à la prononciation, je voulais donner un exemple. Le mot qui désigne le fait d'être désarticulé, eh bien ça se dit dégingandé. Et toute ma vie, j'ai entendu dégingandé. Et pourtant ça s'écrit G-I-N. Donc on est censé le prononcer dégingandé, mais comme l'erreur est très répandue, eh bien quand on m'a appris, c'est une abonnée, il y a 4 ans, qui m'a dit, tu savais qu'on disait dégingandé, mais toute la soirée, je me le suis répété en me disant, mais c'est dégingandé. Donc moi aussi, j'ai des surprises constamment. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est désapprendre quelque chose que le cerveau a appris, ou que le cerveau est convaincu que c'est comme ça, et c'est cette manière-là, et puis après, donc, la déconstruction de l'apprentissage. Est-ce que tu as d'autres anecdotes avec des abonnés, des choses que tu as découvertes grâce à eux ? Alors déjà, là, quand tu disais le fait de désapprendre, c'est intéressant parce que si on n'a pas une méthode pour oublier notre méconnaissance initiale, eh bien, on va la garder en tête ou on va hésiter entre les deux. De mon côté, par exemple, l'astérisque, je disais toujours une astérisque. Pourquoi ? Parce que je me disais, c'est une petite étoile. Et quand j'ai appris que c'était un astérisque, alors déjà, en plus, moi, j'enseigne le grec ancien, enfin, en tout cas, je l'ai appris, j'ai pas la chance de l'enseigner ou très peu, eh bien, ça vient du grec astériskos, c'est un nom masculin, et astérisque, eh bien, on pense à Astérix. Donc depuis, maintenant que je sais que c'est un astérisque comme Astérix et un obélisque, parce que là aussi je disais une obélisque, l'obélisque de la place de la Concorde, un obélisque comme Obélix, eh bien on le retient et on oublie. Sinon je serais encore en train d'hésiter. Donc c'est ça que j'aime, c'est trouver une méthode pour s'en souvenir. De même le mot haltère, j'aime bien le prendre en exemple parce que ma coach sportive continue à dire une haltère, prenez des haltères plus lourdes, mais non. C'est un haltère. Et j'imagine un haltérophile avec des haltères bien chargés. Et là, c'est comme ça que je le retiens. Donc ça, c'est sur le chapitre 3, donc les genres des mots. Et ce qui est assez fascinant, parce que les personnes qui apprennent le français souffrent avec les genres des mots. C'est féminin, c'est masculin. Et donc, j'aimerais que les gens sachent que même les francophones natifs souffrent. Et donc là, tu as fait toute une sélection de mots avec lesquels les francophones natifs doutent. Donc, ovule, tentacule, oasis, réglisse, et il y a plein de mots. Donc sachez que tout le monde hésite en français et que c'est pas quelque chose qui vient naturellement, et parfois on apprend d'une manière, voilà, un astérix, une astérix. Voilà. Et puis on trouve des méthodes, par exemple ovule, là le premier que tu as cité. Alors une fois de plus, moi je me réfère à l'étymologie, ça vient du latin ovum, c'est un œuf. Donc un ovule comme un œuf, et c'est comme ça qu'on le retient. Et ça permet de s'émanciper de ces problèmes. Et puis si on fait une petite erreur, surtout quand on n'est pas francophone, quand c'est pas sa langue maternelle, eh bien je trouve qu'on peut être indulgent et ça donne du charme. On est les premiers à le dire. C'est comme moi, je vais vous faire un aveu, je n'arrive pas à parler en anglais, et même quand je dois parler d'anglicisme et que je dois citer une phrase anglaise, je suis complexée par mon accent français. Et c'est un véritable problème. Pourquoi ? Parce que quand j'étais au collège, dès que quelqu'un essayait de faire une phrase en anglais, les autres se moquaient en disant « Oh là là, son accent il est tout pourri ». Et c'est terrible parce que je garde cette espèce de réticence à parler anglais en public, et même à la radio, quand je dois citer un terme anglais, souvent je me débrouille pour demander au journaliste qui est en face de moi de dire la phrase.
Ah, tu mets en place des stratégies. Donc voilà, comme les personnes qui ont peur de parler français, sachez que les francophones aussi ont parfois des complexes par rapport, nous aussi, à notre accent, notre prononciation. Je sais que la prononciation du français peut être difficile, notamment avec des sons comme U, on, en, le R. Mais nous aussi, on souffre quand on doit parler en anglais. Il y a certains mots comme écureuil en anglais que je ne prononcerai pas. Oui, je vois, je ne prononcerai pas non plus. Donc il est aussi difficile pour nous. Donc voilà, c'est une souffrance qui est partagée. Et ne soyez pas timide. Je comprends l'inconfort, mais en fait le plus important c'est de aussi faire face à ce sentiment qui n'est pas très agréable et lui dire je vais te mettre à côté de moi. Tu vas prendre la place du passager ou même derrière dans la voiture et je vais conduire. Je sais que tu es là, mais je vais pas te laisser prendre place et essayer de me déstabiliser. Mais c'est un peu stressant, je le reconnais. C'est jamais très très agréable. Dans tous les contenus que tu proposes, parce que tu proposes énormément de contenus très très riches sur la langue française, tu fais aussi des activités parfois sur Instagram, les dictées. Quand est-ce que tu as commencé à faire des dictées sur Instagram ? J'étais très surprise parce que c'est au moment où je suis passée à 100 000 abonnés. J'ai demandé à mes abonnés, j'ai eu une croissance vertigineuse. En 2023, je suis passée de 30 000 abonnés à 94 000 en un mois. Parce que l'algorithme s'est mis à montrer mes vidéos. Et pourquoi s'est-il mis à montrer mes vidéos ? Parce que j'ai changé ma façon de faire. Jusque-là, je mettais surtout des textes et j'ai fini par oser me montrer face à la caméra et expliquer. Et là, dès que le compte est incarné, eh bien, tout de suite, ça suscite davantage d'intérêt. Donc, c'était une bonne méthode, en tout cas, à ce moment-là, en 2023. Et à partir de là, eh bien, j'ai voulu fêter le passage aux 100 000 abonnés, qui était complètement inespéré. Et j'ai demandé à mes abonnés, que voulez-vous faire ? Ils m'ont tous dit une dictée. Je dis, mais vous êtes sûr, vous voulez vraiment faire une dictée ? Quand je propose ça à mes élèves, c'est la torture. Et pourtant, j'en fais, parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi. Mais je trouve des subterfuges avec les élèves pour ne pas les noter. Où on fait la dictée, on corrige dans la foulée, et c'est pas noté. Donc ce n'est pas toujours un exercice qui va les pénaliser, même si parfois c'est nécessaire. Là, je viens de corriger des brevets, évidemment, au brevet, elle est notée. Et d'ailleurs, elle n'est pas si ratée que ça. Donc ça me donne de l'espoir. C'est très bien. Et les dictées sur Instagram, mais ça cartonne. Donc maintenant, j'en fais une par mois. C'est gratuit. On se connecte sur mon compte Instagram souvent le dimanche à 11h. Donc les gens sont vraiment motivés. Et puis, j'aime bien écrire des dictées difficiles parce que on a cette Madeleine de Proust et on repense aux dictées de Bernard Pivot qui est pour moi une figure tutélaire, donc une figure protectrice, une figure d'inspiration, et j'aimerais bien aller dans sa lignée avec ce plaisir des mots, mais également dans sa posture, parce qu'il disait toujours que lui aussi faisait des fautes. À l'époque, on disait faute, maintenant on dit plutôt erreur, pour qu'il n'y ait pas cette notion morale trop forte. Eh bien, lui aussi faisait des erreurs, et c'est humain, et nous sommes humains. Donc il faut aussi savoir accepter ses failles. Et où trouves-tu alors les textes des dictées que tu proposes le dimanche une fois par mois ? Je les écris, et ce qui est fou, c'est que souvent j'aime bien prendre mes livres, j'ouvre dans les mots rares, parce que dans tous mes livres, je mets des mots rares, des mots à sauver, et à partir de là, je vois un mot, par exemple, amphigourique, sybarite, des mots vraiment complexes à écrire, mais également à comprendre. Et à partir de là, la dictée se dessine sous mes yeux, dans ma tête, c'est très fluide. Et après, j'ajoute, donc là je réfléchis un peu, je me dis bon, je vais mettre des règles un petit peu difficiles, l'accord du participe passé des verbes pronominaux, la pire règle qui soit au monde, vraiment, j'aimerais bien qu'elle soit simplifiée. Ah, vraiment, ce serait génial. L'accord des adjectifs de couleur, qui en réalité n'est pas si difficile quand on connaît les exceptions, mais souvent il y a des écueils dans lesquels tout le monde va tomber parce qu'il faut connaître les 5 exceptions. Tout ça, je l'ai dit dans mes livres et vous les trouvez très facilement. Et à partir de là, hop, j'écris mon texte et je me rends compte que ça plaît beaucoup parce que je joue sur la nostalgie aussi, donc les souvenirs d'école. Et je vois que sur Instagram, les gens disent « Ah, le texte est tellement beau, ah, ça me fait plaisir ». Et comme ce n'est pas noté, qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est juste pour le plaisir, pour la joie de se retrouver autour des mots, eh bien ça marche très bien. Donc tu lis le texte ? Oui. Et après, comment tu corriges ? Tu le montres, le texte Non, alors je le lis, donc je le lis vraiment de manière très rigoureuse, comme une prof, c'est-à-dire une première fois, puis ensuite je lis très lentement. Ce qui n'est pas facile, c'est que je n'ai pas les gens en train d'écrire en face de moi. Donc je suis en train de les imaginer en train d'écrire pour être au bon rythme, ni trop rapide, ni trop lent, le bon découpage des mots, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui proposent des dictées, et ça c'est remarquable, sauf que ce sont souvent des gens qui n'ont pas l'habitude d'en prodiguer face à des élèves et qui ne découpent pas bien les phrases. Et souvent les élèves, notamment au brevet, disent « Madame, est-ce que ce sont bien des profs de français qui vont proposer la dictée ?» Parce que c'est un exercice auquel nous sommes entraînés, et pour les autres c'est pas évident du tout.
Et ensuite, je relis une fois le texte et j'écris le texte que je diffuse sur Instagram quelques heures après. Comme ça, les abonnés ont le texte et de temps en temps, quand j'ai le temps, j'ajoute des éléments de correction. Sauf que tout ça, ça me prend beaucoup de temps, c'est un exercice gratuit, donc déjà, au moins on a le texte, on se corrige soi-même, c'est déjà bien. C'est une classe de français super complète. Oui. Donc il y a l'interaction avec toi, donc déjà ça c'est très chouette. Ouais. Et puis après il y a la correction que tu proposes ensuite. Donc voilà, les dictées une fois par mois. Oui. Avec Karine. Pour les personnes qui justement aimeraient améliorer leur orthographe en français, leur grammaire, est-ce que tu as des petits conseils ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur en orthographe ? Donc déjà, il faut bien se souvenir du fait que l'orthographe française est une des plus difficiles au monde parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement incohérentes, des fausses étymologies qui ont été rajoutées au XVIIIe siècle de manière arbitraire par l'Académie française, par exemple, voilà, le fameux nénuphar. Tout le monde me dit oui, mais vraiment le PH il est nécessaire. Ben non, parce que si on respecte l'étymologie, c'est un mot qui vient de l'arabe, donc c'est avec un F. Donc ça, c'est un exemple vraiment phare, justement, un exemple remarquable. Et donc, on conseille souvent de lire, mais ça ne suffit pas. Ça permet quand même de s'approprier des bonnes tournures de phrases. On ne fait pas forcément attention, mais on enregistre la bonne orthographe. Mais ce qui marche le mieux, c'est quand même l'entraînement. Et les petites dictées courtes, donc déjà avec moi, mais même en faire... Si on a envie de progresser, on demande à quelqu'un de nous faire 5 lignes de dictée de façon très régulière et ensuite on regarde la correction, on comprend ses erreurs, et bien c'est comme ça qu'on progresse. Mon fils aîné, lui, il est très fort en dictée et pourtant il est partisan du moindre effort, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, mais je me souviens, comme c'est l'aîné, à chaque fois qu'il faisait une erreur, je lui faisais recopier 10 fois le mot. C'est une méthode à l'ancienne. Ça marche très bien. Parce que comme ça, il a imprimé l'orthographe. Et le fait d'écrire aide énormément. Oui. Et, je dis très souvent à mes élèves, si vous voulez mémoriser, apprendre quelque chose, voir quelque chose sur l'écran, je sais que c'est très sexy, c'est très intéressant et c'est très pratique, mais en fait, le cerveau n'enregistre pas ce qu'il voit de manière très... comme un flash, par exemple. Donc, c'est toujours mieux de prendre des notes. Ça change tout. J'ai un pourcentage en tête qui m'a marqué. On retient 20% de l'information qu'on a vue ou écoutée et on retient 80% de l'information à partir du moment où on a une écoute active, c'est-à-dire le fait de prendre des notes. Et moi, je sais qu'à chaque réunion, même si je n'ai pas forcément envie d'y aller, ou à chaque formation, je prends des notes déjà pour me maintenir éveillée, pour être aussi par respect vis-à-vis du formateur, mais parce que je sais qu'ensuite, j'aurai juste à relire mes notes, mais avant même de les relire, j'aurai retenu 80% de l'information. Et pour retenir 90%, c'est ce que je suis en train de faire, c'est le fait de le transmettre. Quand on transmet une information, c'est comme ça qu'on le retient. C'est pour ça que les profs deviennent experts en leur matière. Mais d'ailleurs, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où on a transmis, eh bien, c'est acquis pour nous. Donc, vous l'avez compris, il faut prendre des notes, absolument, même si ça paraît d'être une méthode ancienne. Oui. Il n'y a pas vraiment de secret pour l'apprentissage des langues, que ce soit pour le français, mais même pour améliorer son orthographe pour les francophones natifs. La prise de notes, c'est vraiment clé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui ne prennent pas des notes. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, on vous donne un devoir. Voilà. Vous allez dans un petit magasin près de chez vous, vous achetez un cahier. Et c'est votre cahier pour la langue française, dans le cas ici, parce que vous apprenez le français. Et à partir d'aujourd'hui, prenez des notes de tout ce que vous entendez, vous voyez, qui vous paraît intéressant pour pouvoir progresser. J'ai fait le test avec des élèves, donc je me suis un peu, pas énervée, mais c'est des adultes. Oui. Ils apprennent le français en général parce qu'ils aiment bien la langue, mais ils ne sont pas obligés de parler français. Et je voyais que certains élèves ne progressaient pas et j'ai dit à partir d'aujourd'hui je veux vraiment que tu prennes des notes, vraiment, parce que là ça va vraiment faire la différence et en fait ça se voit. Évidemment. Et relire ces notes aussi, comme tu dis, voilà, on retient quand on écrit. La mémoire photographique pour certaines personnes fonctionne, mais le fait de se voir l'écrire, photographier une deuxième fois et parfois même faire le lien avec le son, ça aide aussi à progresser. Tu l'as vu avec tes enfants. Mais oui, ça change tout. Et puis on prend un joli cahier, des stylos qui nous plaisent, des couleurs, donc ça devient quelque chose d'agréable qu'on a envie de relire. Et c'est un moment pour soi, il faut se souvenir de ça. Et surtout, il faut que ça reste, parce que
Et moi, la première, le nombre de fois où j'ai acheté des beaux carnets, je commence 3 pages et j'abandonne. Non, on garde ce cahier, on le garde toute l'année et on le remplit avec assiduité, avec enthousiasme et ça va vous faire progresser, c'est certain. Voilà, donc même s'il y a des jours où vous n'avez pas envie, n'oubliez pas que c'est dans le long terme qu'on voit les résultats et ça, vraiment, promis, là vous avez 2 professeurs devant vous, ça fonctionne. Donc c'est pas des paroles en l'air. Vu tout ton succès sur Instagram, donc quand ça commence à apprendre... Quand tu as commencé les dictées, tu as probablement été contactée par une radio. Comment ça s'est passé ? C'était amusant parce que la raison pour laquelle je me suis retrouvée à la radio, c'est grâce à un type de langage. Et ça, il faut que je raconte cette histoire. Raconte-nous. Parce qu'il y a un journaliste qui me suivait depuis un moment, qui s'appelle David Abiker, et régulièrement, on discutait en message privé du fameux « je vous partage » qui est incorrect parce qu'on est censé dire « je partage avec vous ». Et maintenant, notamment dans l'introduction de quasiment tous les podcasts, j'entends « je vous partage l'épisode du jour », etc. Eh bien non. Et alors en plus, c'est amusant parce que parfois on me dit c'est un anglicisme. Mais non, parce qu'en anglais, donc je ne le prononcerai pas, mais en anglais, il y a bien le « avec » aussi. Donc ce n'est même pas un anglicisme, c'est juste que la langue va à l'économie toujours et cherche à être plus courte. Et c'était au moment du Covid en 2020, tout le monde disait « je te partage mon écran, je te partage le document, etc. » C'est plus court que de dire « je partage avec toi mon écran ». Et ça s'est, incrusté dans les mœurs, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout une tournure correcte. Et on en parlait avec David Abiker. Il a pensé à moi au moment où une place s'est libérée pour une chronique sur la langue française, et pour lui, c'était une évidence. Et donc, c'est mon profil qu'il a proposé et qui a tout de suite été approuvé par le directeur. Ah, trop bien. Est-ce que tu te souviens de ta première chronique ? Oui, c'était très impressionnant parce que tout le monde me disait « Ah bah toi t'es à l'aise, t'es habituée à la caméra ». Et moi je suis habituée à être chez moi, toute seule, filmée face à ma fenêtre avec mon téléphone. Donc je suis dans mon environnement. Et là, je me retrouvais face à un micro, surtout face à des régisseurs, à un journaliste en face de moi. Et je me revois, j'ai eu très très chaud. Vraiment, j'ai transpiré, j'étais toute rouge. Et je sentais que mon souffle était un peu court. Et pourtant, je suis une fan de respiration. On sait à quel point c'est important. Donc c'est vrai que la première chronique était un petit peu bancale, non pas dans l'écrit parce que je l'avais rédigé, mais plutôt dans la façon de le prononcer. Et dès la deuxième, ça a été plus fluide et ensuite c'était pas. Donc, pour les personnes qui sont timides, qui sont impressionnées, la première fois qu'on fait quelque chose qui sort du commun, qui sort de notre routine, qui nous fait sortir de notre zone de confort, c'est stressant. Même si on connaît son sujet, je me souviens par exemple des tout premiers épisodes de podcast que j'ai enregistrés. C'est la catastrophe. Enfin, j'ai évolué, mais toi aussi avec ta première chronique. Bien sûr. Et puis les lives sur Instagram, je me souviens, il y avait une femme qui est conseillère en mode, qui faisait des lives tous les mois. Et je disais, mais comment d'ailleurs des directs, moi, il faut pas que j'utilise un anglicisme, un mot anglais, un direct sur Instagram. Je disais, mais comment fais-tu ? Elle me dit, mais c'est simple, je t'assure. Et le tout premier direct, j'étais ultra stressée. Là aussi, j'étais toute rouge, je transpire. Je me disais, pourtant, je suis chez moi, mais je savais que j'étais face à plein de monde. Et maintenant, j'improvise des directs constamment. D'ailleurs, si vous aimez bien les directs, parfois, je me dis, tout à coup, j'ai envie d'avoir de l'énergie. Je me connecte en direct et ça y est, c'est parti. J'ai pas besoin d'une mise en scène ou autre. Et après, au contraire, ça devient un véritable plaisir. Je me souviens du premier direct que j'ai fait sur Instagram. Même chose, j'ai la voix qui tremble. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, c'était horrible. Je l'ai encore laissé, donc je dis très souvent aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Le premier direct que j'ai fait, je l'ai enregistré. Oui. Il est encore disponible sur mon profil. Et c'est une catastrophe. Je suis pas du tout à l'aise. Il y a plein de sentiments, plein d'idées qui viennent en tête. Et on dit, mon Dieu, ça va pas bien se passer. Et en fait, c'est très facile. Oui. C'est, donc comme cette personne qui disait, oui, c'est très facile. En fait, mais avec le temps. Donc, c'est pas... ça. On se lance. On se lance. À la radio, donc avec les chroniques, est-ce qu'il y a une chronique qui a fait plus réagir que d'autres ? Il y en a une, ça a été un tsunami, vraiment. C'était David Abiker, une fois de plus, qui a entière confiance en moi. C'est ça que j'aime aussi à la radio, c'est que j'ai une liberté de ton totale. Tant que je parle de langue française, ils ne vérifient pas, ils me font confiance. Donc j'envoie les chroniques avant, ils peuvent les lire, mais ils me font entièrement. Et David Abiker voulait que je parle d'Aya Nakamura. Il m'a dit, tiens, tu peux faire un sujet, Aya Nakamura chante-t-elle en français ? Donc là, c'est un sujet extrêmement délicat parce qu'il faut ménager toutes les susceptibilités. Faut pas avoir l'air d'être raciste, que je ne suis évidemment pas. Au contraire, moi je suis pour la multiplicité des talents, des origines, pour l'enrichissement du français avec certaines langues qui viennent de partout. Ça montre que la langue française est une langue vivante. Et donc j'ai eu un point de vue très pondéré. C'est-à-dire que je disais
que son succès a été absolument remarquable, que c'était génial d'avoir une artiste française qui soit autant représentée à l'international, que paradoxalement, ces textes, eh bien, j'avais du mal à les comprendre, que j'ai dû les traduire même, parce que ce sont que des mots que je ne connaissais pas, et que c'est intéressant aussi d'avoir certains mots qui s'intègrent à la langue française, et d'autres, qui sont un peu vulgaires, que j'ai pas voulu traduire, justement, parce que là, ça relevait quasiment de la traduction. Mais j'avais dit à un moment, à sa manière, elle renouvelle la langue française. Et alors là... Voilà, il y en a qui ont dit, non mais ça c'est, les théories des racistes, hein, c'est le grand remplacement, voilà, elle remplace avec ces mots, mais pas du tout. Non, parce qu'en plus, les jeunes qui emploient ces mots, ils les emploient dans un certain contexte, mais moi, quand ils écrivent sur une copie, ils vont pas s'exprimer comme les chansons d'Aya Nakamura, pas du tout. C'est à l'oral, et ils savent très très bien s'adapter aux situations d'énonciation, donc c'est ça que j'aime. Et je trouve que c'est remarquable d'avoir une curiosité qui nous fait dire je vais m'intéresser à ces textes, c'est pas pour ça que ça va être mes chansons préférées, mais c'est une réalité, elle est très écoutée, donc il faut se dire que c'est une langue vivante, qu'il y a des mots qui vont être intégrés, d'autres qui au contraire vont vite passer de mode, mais on ne peut pas passer à côté de ce phénomène. Non, absolument pas. Et moi j'adore Aya Nakamura, mais je n'utilise pas son vocabulaire dans la vie, ni... Dans aucune situation de ma vie, je vais reprendre ces mots de vocabulaire, mais j'aime bien son rythme, c'est ça, moi aussi. J'aime bien ce qu'elle fait. Très risqué, hein, comme... Et c'était le tout début, c'était mon premier mois. Oh mon Dieu. Et tu as reçu des messages privés sur Instagram? Comment ça s'est passé? Non, sur Instagram, non. Et ce qui est bien, c'est qu'ils écrivent à la radio, les auditeurs écrivent à la radio, et la radio filtre. Ne me dit rien. On m'a dit, ah oui, j'avais vu passer des messages, mais ils ne me transmettent rien. Ils savent qu'en plus, je suis hypersensible, très rigoureuse, très engagée dans ce que je fais. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils m'ont préservée. Et de mon côté aussi, je sais que quand j'ai une intervention dans les médias, si c'est un énorme média, que c'est diffusé sur TikTok, par exemple, je ne vais pas lire les commentaires. Ça, je me préserve. Oui, absolument pas. C'est très dangereux. Oui. T'es aussi sur TikTok? J'ai un compte, mais j'y vais jamais. Ah ouais, pareil, moi aussi. Moi, j'ai pris le nom. Oui, c'est ça. Et j'ai essayé de regarder un petit peu les contenus, mais je trouve que c'est vraiment la jungle. Désolée pour ceux qui aiment bien TikTok. C'est peut-être parce qu'on a loupé le coche. Je pense, c'est peut-être une question de génération. Moi, quand je me connecte, je me sens complètement oppressée par toutes ces notifications, je ne comprends rien. Et c'est vrai que les quelques vidéos que j'avais mises, alors ça avait plutôt percé, mais les commentaires n'avaient rien à voir avec le sujet. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, c'est quand même pénible. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de lire, etc. Parce que j'aime bien quand il y a un échange constructif, et ce n'était pas le cas. Oui, moi je préfère Instagram si je dois choisir entre les deux. Je sais que tu es aussi une très grande lectrice. Oui. Est-ce que dernièrement, tu as lu un livre qui t'a bouleversée et que les gens devraient absolument lire? J'en ai un en tête. C'est « Je suis Romane Monnier » de Delphine de Vigan. Absolument remarquable parce que, au-delà du fait que c'est très bien écrit, très bien construit, et j'adore les ouvrages de Delphine de Vigan, j'ai tout lu d'elle, eh bien, ça nous permet de nous interroger sur notre rapport à notre téléphone portable. Non seulement l'empreinte numérique, la trace qu'on laisse aussi, mais aussi le fait qu'on est complètement dans un asservissement total, enfin la plupart des gens, et moi c'est mon cas, je me rends bien compte, dans le métro, à chaque fois dès que j'ai un moment libre, je suis en train de répondre à mes messages, et c'est aussi ça quand on a un compte Instagram, c'est qu'on a une interaction permanente, une sollicitation sans cesse, et depuis que j'ai pris conscience de tout ça, ça a fait partie de mes résolutions aussi pour 2026, c'est de lire dans le métro, donc j'ai toujours un livre sur moi, et j'observe ce phénomène, d'ailleurs de plus en plus de personnes se mettent à lire à nouveau dans le métro, et je suis tellement heureuse de voir les gens qui sortent leurs livres dans le RER, sur les quais, même dans les escalators, mais quelle joie de voir ça. Pour revenir aussi sur les livres et les mots de la langue française, est-ce que tu as découvert un mot récemment de la langue française que tu estimes qui est sous-coté? Un mot sous-coté. Alors je réfléchis, moi j'aime beaucoup les néologismes, et il y en a un que j'adore, parce que j'observe souvent ce phénomène sur Instagram, ce sont les archéopathes. Le terme c'est archéopathe, donc archéos ancien et path la souffrance. Et ce sont les gens qui sont des adeptes du « c'était mieux avant ». Et le nombre de personnes qui disent « ah bah oui », par exemple quand j'interviens dans les médias où je parle des jeunes, « ah non mais les jeunes ils sont complètement débiles » et je cite, moi je pense pas du tout ça. Et puis voilà, c'est parce qu'ils passent leur temps sur leur téléphone justement, et c'était mieux avant. Et donc à chaque fois j'ai envie de leur dire, mais donc je les appelle les atrabilaires parce qu'ils sont aigris, ou archéopathes, et ce mot je le trouve absolument génial.
Absolument. C'était mieux avant, oui. Voilà. J'imagine que tu as déjà aussi entendu que les jeunes ne savent plus écrire. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vu que tu es professeur, est-ce que tu as remarqué que c'était vrai ou Alors, j'observe une baisse du niveau d'orthographe, ça c'est indéniable, mais il y a des raisons. Et les raisons sont très simples. Déjà, d'un point de vue très pratique, en tant qu'enseignante de français, je suis passée de 6 heures de français d'enseignement par semaine, à des 4e, 3e, à 4 heures par semaine. 4e, 3e, ils ont quel âge environ ? Ils ont 13-14 ans. Ok. Donc forcément, 4 heures par semaine, 4 heures qui passent très vite. Il suffit qu'on ait une intervention dans notre cours. Là, j'en ai encore eu une tout à l'heure pour distribuer des documents. Il suffit qu'on réponde à plein de questions, qu'on rende des copies. Eh bien, pour avancer sur le programme, étudier la langue, faire des dictées, des rédactions, entraîner à l'oral, eh bien, c'est très difficile de tout caser en 4 heures par semaine. En 4 heures, oui. Et ça, ce changement, il a eu lieu quand ? Il a eu lieu progressivement, mais je dirais que c'est depuis plus de 10 ans. Ouais, 10-15 ans. Et j'ai vu la différence parce qu'au tout début de ma carrière, quand j'enseignais, je me rendais compte qu'il y avait quand même une maîtrise bien plus visible de l'orthographe. Donc ça, l'orthographe, c'était le parent pauvre de nos enseignements, mais c'est aussi dû aux épreuves officielles. Par exemple, au brevet, je me souviens des dictées qui étaient plutôt pénalisées et qui avaient une importance sur la note globale, et au fur et à mesure, ça s'est réduit comme une peau de chagrin, et sur 100 points, la dictée est valorisée sur 10 seulement. Donc, c'est bien pour ceux qui ont des grosses difficultés en dictée, sauf qu'on parle souvent de la dyslexie, qui est un véritable phénomène indéniable, et il y en a de plus en plus des gens dyslexiques, mais eux, ils bénéficient de dictées aménagées. Donc c'est important de revenir aux fondamentaux, et je trouve que c'est nécessaire de revenir à l'orthographe, même si c'est vrai que ça fait mal, il y aura des mauvaises notes, mais on progresse. Moi, du temps où je faisais des dictées, où j'avais le temps d'en faire davantage, je voyais des élèves qui passaient de 1 sur 10, avec un petit coefficient pour ne pas non plus les brimer, à 6 ou 7 sur 10 en fin d'année. D'ailleurs, 6 ou 7, le fameux 6-7, je ne peux plus dire 6 ou 7, mais c'est terrible, et ce phénomène reste à la mode. L'orthographe, il y a des personnes qui disent que c'est pas quelque chose de très très important dans la langue, sauf que même comme tu l'as bien dit, c'est pas très agréable d'apprendre l'orthographe, d'étudier toutes les règles de grammaire. En revanche, c'est vraiment un facteur de discrimination, notamment à l'embauche. Il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de travail parce qu'il y a des fautes d'orthographe basiques sur un CV, par exemple. Et il y a des effets négatifs si on passe pas assez de temps à apprendre l'orthographe, malheureusement, en tout cas pour la langue française. C'est indéniable. Et en plus, on a des outils, c'est ça, on a des correcteurs, des choses comme ça, mais malgré tout, les correcteurs ne vont pas savoir tout corriger. Il y aura des corrections sur l'orthographe lexicale, mais pas forcément sur l'orthographe grammaticale. Moi, j'ai déjà eu des correcteurs automatiques qui me modifient quelque chose qui est exact en plus, donc il faut être très vigilant. Et puis je pensais à autre chose, parce que ça touche aussi les jeunes quand j'en parle. Je leur dis certes pour l'embauche, mais il y a aussi les relations amoureuses. Je ne compte pas le nombre de personnes qui disent « j'ai reçu un message plein de fautes, c'est même pas la peine, je veux même pas le rencontrer ». Vous voyez, ce genre de choses, ça fait partie aussi des critères dans la vie quotidienne, et c'est vrai que quand c'est une dyslexie, on remarque en plus. Ce sont des erreurs qui sont différentes de celles de quelqu'un qui ne maîtrise juste pas les règles d'orthographe, et on peut progresser. C'est ça qui est bien à chaque fois. Mon adage, c'est rien n'est perdu. Donc rien n'est perdu, on peut progresser. Certes, l'orthographe française est difficile, mais on peut s'en sortir. Absolument. Amen. Je me souviens il y a des années, il y avait un garçon qui m'avait envoyé des messages justement sur une application de rencontre. Il m'avait écrit ça va, S-A. Ah oui, non mais... Ça, je n'ai jamais compris l'intérêt, parce que ça reste 2 lettres, et je continue à le voir sur mes copies, le nombre de personnes qui écrivent ça, S-A. Et je vois bien que il y a aussi une dégradation de l'orthographe à cause des messages qui sont souvent écrits en phonétique, qui sont écrits en abréviation. Donc après, quand il s'agit de déployer le mot qu'ils utilisaient en abréviation, eh bien, ils vont ajouter des lettres incohérentes. Là, il y en a un qui me vient en tête, c'est le t'inquiète, TKT. Parfois, je peux retrouver un cas quand le mot est écrit en entier, le mot inquiété. Parce que pour eux, c'est comme ça que ça s'écrit. De même, je trouve de plus en plus de copies où il y a l'absence totale des lettres muettes. Donc c'est écrit en phonétique. Donc heureusement, ce n'est pas non plus la majorité des copies, mais ça montre aussi une absence de prise en compte des règles. Et pourtant, nous, les professeurs de français, nous rappelons tout ça. Donc c'est un véritable phénomène. Et autre phénomène que j'observe qui est très intéressant à prendre en compte, c'est la disparition de la ponctuation. Le nombre de copies sans ponctuation, et ça c'est lié au message, parce que même moi, souvent je ponctue mes messages sur Instagram par un emoji.
Sauf que là, les élèves vont pas dessiner un emoji. Donc là, ce matin, j'ai lu un texte. Les élèves m'ont dit, mais madame, mais pourquoi vous avez lu d'une traite? J'ai dit, pour vous montrer qu'il n'y avait pas de ponctuation du tout. Oui, et quand il n'y a pas de ponctuation, Oui. c'est impossible, il n'y a pas de pause. C'est ça, on prend pas son souffle. Je me souviens d'une professeure qui avait travaillé pour moi, avec qui ça s'est très très mal passé, et qui ne commençait pas ses phrases avec des majuscules. Ça avait le don de m'agacer. C'est un détail, hein, mais... C'est essentiel. Professeur. Oui. Oui, alors, oui. Non, ça vraiment, ça m'agaçait beaucoup. Oui, c'est pas possible. J'aimerais qu'on parle aussi, donc tu as écrit le premier livre, c'était Le français avec style, et j'ai découvert à la librairie le cahier d'activité et le cahier des amoureux de la langue française. Comment tu as eu cette idée brillantissime de réaliser des cahiers d'activité? J'ai été contactée par les éditions Gallimard, en l'occurrence, et je dois dire aussi, ça fait partie de mon parcours, j'avais déjà été contactée par une autre maison d'édition qui me proposait de faire des jeux autour de la langue française. Et je leur ai dit non, parce que pour moi, ça va trop se rapprocher des exercices scolaires, et je n'aime pas les jeux. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui aime jouer. Mais dans l'absolu, les jeux de société, tout ça, ça ne m'a jamais intéressée, et donc ça fait que j'ai pas transmis ça à mes enfants non plus. Et donc, j'avais dit non. Et ensuite, quand il y a eu Gallimard, je me suis dit quand même, Gallimard, c'est une maison d'édition qui me fait rêver. L'éditrice était très sympathique et je leur ai expliqué, je suis toujours très franche. J'aurais dit, écoutez, je n'aime toujours pas les jeux. Et donc, on a trouvé une méthode pour que je puisse y prendre goût, c'est-à-dire que j'ai donné la part belle au latin et au grec, et c'est vraiment ma grande passion, surtout le grec ancien. Et dans ces jeux, il y a beaucoup d'étymologie et ça reste accessible parce que je connais aussi des cahiers d'activité de magazines, en tout cas de journaux très exigeants. Et moi-même, qui suis en train de devenir même une experte de la langue française et j'ai fait les études idoines, donc je pense que je connais certaines choses. Eh bien, quand je faisais ces cahiers, au bout de 3 pages, je me disais, mais je suis complètement débile, mais je connais rien. Donc j'avais ce sentiment comme ça de frustration et des complexes qui se déployaient, alors que là, dans ces cahiers d'activité, il y a des niveaux qui sont indiqués, mais on peut très bien s'en sortir. Et puis, de toute façon, même si on s'est trompé, c'est pas grave, on va regarder la correction qui est bien lisible aussi, parce que ça, pour nous, c'était important chez Gallimard. On voulait que ce soit lisible, donc il y a des couleurs, il y a une présentation claire, aérée. Et c'est un ouvrage qu'il est agréable de manier. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais moi j'adore faire ça l'été sur la plage. Et je me dis, mais c'est génial de se dire qu'elles sont dans la stimulation intellectuelle, même en vacances, et qu'elles ont plaisir à remplir ces cahiers. Et donc, les cahiers d'activité, c'est pas uniquement pour les enfants, parce que t'as grandi avec des cahiers d'activité en été. Moi, je me souviens des cahiers d'activité de mathématiques, de français aussi, forcément. Ça allait, je trouvais pas ça très très passionnant, mais ceux-là, moi, franchement, je les ai feuilletés et ils sont vraiment géniaux, donc je vous les recommande en plus. Merci. Du livre Le français avec style. Karine, avant de te laisser partir, je pose toujours la même question à mes invités. Si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite apprendre le français ou améliorer son français, qu'est-ce que tu conseillerais? Eh bien, je pense que c'est la réponse qu'on te donne souvent, c'est d'oser parler. D'oser discuter avec des gens qui maîtrisent la langue française, oser demander aussi de parler plus lentement, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes dont le français n'est pas la langue maternelle qui me suivent sur Instagram et qui me disent que je parle vite, mais que visiblement j'ai une bonne élocution, donc ils arrivent à me comprendre, ils arrivent à lire sur mes lèvres. Mais ce que j'adore, c'est quand j'ai quelqu'un face à moi dont je sens qu'il a envie de mieux maîtriser, c'est adapter mon rythme, donc oser demander des explications aussi, demander à être corrigé si on se sent, si on a envie de progresser. Et à partir de là, on se rend compte que la personne en face est contente d'aider. Très souvent, quand on ose demander de l'aide, on se rend compte que les gens sont contents d'en apporter. Donc allez-y, de l'audace. Demander de l'aide, oser. Merci beaucoup Karine. Pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, où peut-on te trouver? Alors on me trouve sur Instagram, sur le compte Instagram Les Parenthèses Élémentaires, où je publie 3 à 4 fois par semaine. On peut m'écouter sur Radio Classique tous les matins à 7h21 dans la chronique Et si on parlait français. Il y a également le podcast pour ceux qui ne sont pas très matinaux et je les comprends. Et puis on peut retrouver mes différents livres, donc les cahiers d'activité chez Gallimard, Le français avec style et Le français avec encore plus de style, version enrichie chez First. Et j'ai également publié 2 livres aux éditions Le Robert, les éditions du dictionnaire. Donc il y a 4 saisons, une année de langue française. C'est une éphéméride, on dit une éphéméride et non pas un éphéméride. Et puis il y a également Miscellanée, un ouvrage où on peut retrouver des jolis mots, des conseils lecture, etc. Super, je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci infiniment Karine, je suis très contente de t'avoir reçue. J'étais ravie. Tu
tu veux continuer cette conversation avec moi, je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!